Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. 8h16, le petit déjeuner présidentiel avec Éric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle et président de Reconquête, au micro d'Éric Revel. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Il y a 3 sommets qui se tiennent en ce moment à Bruxelles, UE, G7, OTAN. Biden appelle à de nouvelles sanctions contre la Russie. C'est la seule façon de mettre fin à la guerre? Je ne pense pas. Je pense que la seule façon de mettre fin à la guerre, ce sont les négociations de paix entre les protagonistes d'abord. Je crois d'ailleurs qu'elles ont lieu entre Zelensky et Poutine, entre l'Ukraine et la Russie, et puis tous les pays européens qui auraient intérêt à organiser la paix dans le continent et sur le continent. Je pense que l'OTAN ne fait pas la guerre à la Russie. Le président de l'OTAN l'a dit, le président américain l'a dit. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Ce qu'il faut, c'est absolument négocier. En plus, les sanctions touchent très peu les États-Unis et touchent surtout la France. Avant de parler des sondages et de votre situation dans ces sondages, 2 questions encore sur l'Ukraine, si vous le permettez. Joe Biden met en garde contre l'utilisation d'armes chimiques en Ukraine. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez ? Vous savez, on a les informations qu'on peut avoir en étant en dehors du pouvoir. Donc on lit les journaux, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Donc évidemment, ça serait horrible d'utiliser des armes chimiques, mais je n'en sais rien. Sortie de l'un de vos concurrents à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qui veut mettre des casques bleus autour des centrales nucléaires en Ukraine. Bonne idée, mauvaise idée ? Ça ne sert strictement à rien. Les casques bleus, on sait depuis longtemps qu'ils ne servent à rien, les casques bleus. On a vu tous les conflits au Moyen-Orient, en Afrique. Si les deux protagonistes ne veulent pas de casque bleu, il ne peut pas y avoir de casque bleu. On va parler de ce sondage IFOP Sud Radio fiducial sur votre idée de ministère de la remigration. Il est intéressant, ce sondage. Juste un dernier mot. Zelensky a dit « les valeurs passent au-dessus des profits ». Vous comprenez la pression sur les entreprises françaises et une partie de nos emplois qui sont obligés de partir? Je la comprends, mais je pense que nous devons faire des sanctions pour amener à la paix, mais pas des sanctions qui se retournent contre nous et qui détruisent notre économie. Les États-Unis sont tranquilles, ils ne sont pas dépendants. Ceux qui sont en première ligne, ce sont les Français et les Allemands. Et je constate d'ailleurs que les Allemands protègent soigneusement leur approvisionnement en gaz russe. Tandis que nous, au nom des grands principes et des valeurs, comme on dit, nous sommes prêts à sacrifier notre économie. Je pense que c'est une erreur. Nous devons absolument protéger notre économie. Et je le répète, et protéger nos entreprises. Ce ne sont pas des profits, ce sont l'activité économique française et les emplois des salariés français qu'il faut protéger. Éric Zemmour, je ferai un édito tout à l'heure que je vais intituler « Le mystère Zemmour ». Je vous explique. 2 sondages qui montrent que les Français adhèrent plutôt à vos thèmes. On va parler de la remigration et ce sondage IFOP fiducial Sud Radio. 66% des Français, je crois de mémoire, comprennent qu'il y a un problème, qu'il faut expulser les étrangers, les délinquants, les fichiers S. Sur le port du voile dans la rue, 60%, 6 Français sur 10 plus, disent oui, il faut une loi. Et pourtant, vous dégringolez visiblement, sauf votre cachet, dans les sondages, vous baissez. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette adhésion et en même temps cette difficulté sondagère? Alors, d'abord, je voudrais prendre 2 minutes pour marquer l'importance du sondage sur la remigration. Pardonnez-moi, pour moi, c'est le grand événement du jour. Depuis des jours et des jours, on me dit que c'est l'horreur, que c'est une notion d'extrême droite, que Madame Le Pen dit que ce n'est pas républicain. Je constate que, comme pour le grand remplacement, il y a à peu près 2 tiers des Français, 65-66% des Français, qui approuvent, et le mot est ce que j'y mets dedans. Une fois de plus, Madame Le Pen, comme pour le grand remplacement, se retrouve du côté de la gauche, et même, je dirais même de la gauche LFI, puisque vous avez vu sur le sondage, ce qui est intéressant, c'est que même les électeurs socialistes, une moitié des électeurs socialistes sont favorables à la remigration. Je ne parle pas des électeurs du Rassemblement National à 80%, les miens à 90%. Je vais juste donner les 3 chiffres clés quand même de ce sondage. Les 3 chiffres clés. Le premier, c'est 66% des Français, oui, pour l'expulsion des clandestins, des fichiers S ou des délinquants étrangers. Pour la remigration, on leur demande
demande le mot. Attendez, on utilise le mot. Non, mais 68% précisez. disent dans ce même sondage que le terme de rémigration ne les choque pas, Voilà. 68%, mais, il y a un petit mais, 58% disent quand même qu'ils ont du mal à cerner le terme. Hein, parce que les plus affûtés disent, mais en fait, c'est les prérogatives du ministère de l'Intérieur. Ah non. Excusez-moi, expulser les fichiers S, ce n'est pas dans la loi. Expulser les criminels et les délinquants, ça a été supprimé par la loi. C'est moi qui le rétablirai. Déchoir de nationalité les binationaux criminels et délinquants, c'est moi qui le rétablirai dans la loi. Comment expliquez-vous que ces sondages portent plutôt les thèmes quand on sonde les Français, la remigration, oui, ça leur parle, une loi interdisant le port du voile dans la rue, 6 Français sur 10, et que pourtant, vous semblez, alors, je vous ai vu opiner du chef, marquer le pas dans les sondages. Comment est-ce que vous expliquez ça la question du pouvoir d'achat, vous l'avez prise au sérieux ou pas? Vous savez, ce n'est pas la question du pouvoir d'achat est évidemment importante pour les gens, elle est essentielle pour les gens, mais on ne peut pas opposer la fin du mois et la fin de la France. La fin du mois n'exclut pas la fin de la France, et la fin de la France aggravera les fins du mois. Quand il n'y aura plus la France, on sera encore plus pauvre, encore plus miséreux, et en plus, on sera dans un pays qui sera islamisé, et donc qui n'aura plus rien à voir, qui connaîtra tous les affres de tous les pays islamiques dans le monde. Mais il n'y a pas de trou d'air, si vous voulez. Il y a deux choses. D'abord, il y a eu la guerre en Ukraine, ça vous a pas échappé, depuis un mois, qui a monopolisé l'attention médiatique. Donc évidemment, les gens sont accablés d'informations, d'images, etc. Et donc, ils ne pensent plus à la présidentielle, ils ne pensent plus aux vrais sujets qui vont... qui vont déterminer leur destin national et particulier. Je pense, moi, que si vous voulez, évidemment, la guerre en Ukraine est quelque chose d'important. Évidemment, le pouvoir d'achat est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, j'ai fait de nombreuses propositions en faveur du pouvoir d'achat, en essayant de bien montrer qu'on pouvait augmenter le salaire net sans obérer le salaire brut et la compétitivité des entreprises, vous voyez, en tenant cela, et pas en distribuant de l'argent comme ça facilement, la manière socialiste. Donc, c'est pas incompatible. Ce que je dis, c'est que on voit bien encore, je répète, le point important de la journée, c'est ce sondage sur la remigration. Les gens sont favorables à 65%, quand toute la classe politique, y compris Madame Le Pen, a dénigré cette mesure. Une fois de plus, je parle comme les Français. Une fois de plus, j'exprime ce que pensent les Français, et alors que toute la classe politique déconnectée ne veut pas le voir. Peut-être un mot supplémentaire sur le pouvoir d'achat. Vous avez vu que le président de la République, le président candidat, a annoncé des contraintes assez fortes pour toucher le fameux RSA, notamment travailler davantage, une sorte de création peut-être de sous-prolétariat, d'ailleurs, disent certains à gauche. Quel est votre point de vue? C'est une bonne mesure? C'est une mesure courageuse? Ou bien c'est une façon de faire progresser le vote Mélenchon, par exemple? Écoutez, moi, je pense qu'il y a un problème avec les prestations sociales, qu'elles sont trop lourdes pour la France, mais je ne le règle pas comme M. Macron. Moi, je ne les donne plus aux étrangers. Le RSA et les autres prestations sociales non contributives, je les réserve aux Français. Vous savez, ça a l'air très séduisant comme ça de dire aux gens qui touchent le RSA, vous allez travailler 10 heures, 15 heures. Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années que ça a été mis en œuvre ici ou là, par des départements. Et ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Une fois de plus, M. Macron fait dans l'agitation et dans le théâtre. Moi, ce que je dis, c'est que le sujet, c'est que la solidarité nationale a été galvaudée et donnée à tous les étrangers. Je veux modifier cela et arrêter cela. Et revenir à un temps, ça a existé, contrairement à ce qu'on prétend aujourd'hui. Jusqu'aux années 80 et 90, la solidarité nationale était réservée aux nationaux. Et donc, je veux rétablir cela. Et on réglera beaucoup mieux cela. Alors évidemment, il ne faut pas que l'assistanat paye trop. Il ne faut pas que l'assistanat paye plus, surtout, que le travail. C'est pour ça que j'ai proposé aussi qu'il y ait, qu'on fasse un état des lieux pour chaque personne qui touche des allocations, pour qu'elle ne dépasse pas le SMIC. Mais, si vous voulez,
je pense que la mesure est... Et par ailleurs, je propose, je le répète, des mesures pour augmenter le salaire net, pour rendre plus attractif le travail, avec une baisse de la CSG pour tous les salaires inférieurs à 2000 €, avec mes primes zéro charge, avec le retour du travailler plus pour gagner plus, exonération des charges sur les heures supplémentaires. Vous voyez, des mesures fortes avec la participation, des mesures fortes qui permettent d'améliorer le pouvoir d'achat des gens et le salaire net. Voilà. 2 questions pour terminer. La première sur le 27 mars. Trocadéro, grand rassemblement, point d'orgue de la campagne ou tremplin pour rebondir? Vous avez des chiffres d'ailleurs? Vous savez combien vous attendez de monde? Écoutez, les gens s'inscrivent, les gens, nous sommes, je crois qu'il y a 40 000 inscriptions pour l'instant, et nous sommes encore à 2 jours du Trocadéro. Je pense que ça sera l'événement de la campagne. Ça sera le plus grand rassemblement de la campagne. D'ailleurs, depuis le début, c'est autour de mes meetings qu'il y a le plus de rassemblements, qu'il y a le plus d'enthousiasme, qu'il y a le plus de ferveur. Comme je suis celui qui, quand je passe à la télévision, fait les meilleures audiences. Comme je suis celui qui a réussi à rassembler 120 000 adhérents dans mon parti Reconquête en quelques mois. Ça ne s'était jamais vu. Je pense que c'est pour ça que je m'interroge sur les sondages dont vous parliez. Je m'interroge fortement car tous les signes prouvent que c'est moi qui ai la dynamique. Et alors évidemment... Donc une partie de l'explication, c'est un vote caché, comme on l'entend dire, en faveur de Zemmour? Je ne sais pas. Ou d'autres candidats? Peut-être aussi que les sondeurs sont perdus avec la faible participation qui s'annonce. Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas un spécialiste des sondages. Ce que je dis, c'est que moi, objectivement, je vois que l'enthousiasme, la ferveur, le dynamisme est de mon côté et du côté de ma campagne. Après, nous verrons bien, mais en tout cas, j'appelle tout le monde à venir au Trocadéro. Ça sera le grand moment de cette campagne. Dernière petite question politique avant une question plus personnelle, Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous faites au soir du 2e tour si vous n'y êtes pas à l'Élysée? Vous continuez une carrière politique? J'ai déjà dit que je continuerai une carrière politique, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas ma carrière, mon avenir. Ce que je veux dire, c'est que, et aux auditeurs qui nous écoutent, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont le choix. Soit ils mettent Marine Le Pen au second tour face à Emmanuel Macron et rien ne change. C'est-à-dire que les boutiques sont sauvées, Marine Le Pen sauve sa boutique, c'est ça le vote utile de Marine Le Pen, c'est le vote utile pour sauver sa boutique. Et puis le LR est content, il est sauvé car il n'y aura pas un seul élu LR qui appellera à voter pour Marine Le Pen. Donc rien ne changera, le système sera figé. Ils ont déjà commencé à appeler plutôt pour La République En Marche. En revanche, absolument. En revanche, si je suis au second tour, tout est changé. C'est-à-dire que tout est balayé, LR est mort. Une partie des élus LR, M. Ciotti, M. Bellamy et d'autres, le sénateur Meurant a déjà appelé à me rejoindre dès avant le premier tour. D'autres viendront entre les 2 tours. C'est-à-dire que tout est balayé. Nous faisons enfin le rassemblement des droites avec le Rassemblement National, les LR qui ne seront pas allés chez Emmanuel Macron, qui seront venus vers moi. Tout le paysage politique en sera transformé. Les électeurs ont le choix maintenant. Dernière question, Valérie Pécresse testait positive à la Covid-19. Éric Zemmour, donc elle met entre parenthèses sa campagne. Vous testez régulièrement parce que vous rencontrez du monde. Vous dites qu'il y a beaucoup de gens dans mes meetings. Mais il y a énormément de gens, vous le voyez d'ailleurs. Moi je vais bien, je suis en pleine forme, merci. Est-ce que si vous étiez positif, vous seriez obligé évidemment. Oui, de mettre entre parenthèses. Évidemment. Et vous croyez à ce rebond épidémique là qu'on nous annonce? Oui. Je ne sais pas, je regarde ça, je regarde ça, apparemment il y a plus de gens malades, apparemment il y a plus de gens touchés. Mais quel est le niveau de ce virus? On va pas reprendre cette discussion sur Omicron, mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, je vais bien. Je vous remercie de prendre de mes nouvelles. Cécile de Ménibus, on marque une pause, puis ensuite les questions de Thierry Guerrier et de vous-même. Et 0826 300 300, on est ensemble sur un grand format avec Éric Zemmour jusqu'à 8h45. À tout de suite. Et la suite de cette émission spéciale, toujours avec Éric Zemmour qui est avec nous. En attendant, revue de presse avec Frédéric Brindel. Oui, Frédéric Brindel, le tour de la presse de ce vendredi 25 mars. C'est une question qui revient souvent, c'est celle des entreprises françaises présentes en Russie. Les entreprises françaises dans le piège russe pour Le Figaro, les entreprises françaises dans le bourbier russe
pour Le Parisien. 2 titres quasiment identiques et une analyse du Figaro qui explique le cas de conscience de nos 1200 entreprises installées en Russie. Le gouvernement leur laisse officiellement le choix de rester ou non en Russie, mais inquiète pour leur réputation. Elles sont de plus en plus nombreuses à la quitter. Le quotidien spécialiste de l'économie et de la finance, Les Échos, s'attarde sur le cauchemar russe de Renault qui se retire d'un marché très juteux. En effet, le constructeur vend 500 000 voitures en une année en Russie, ce qui représente pour lui une voiture sur 5 vendue au pays de Vladimir Poutine. Cette guerre, en tout cas, elle a commencé il y a un mois maintenant. C'est ce que rappelle Libération avec ce titre en une, l'Ukraine à l'offensive. L'armée russe a sous-estimé son adversaire. Les forces ukrainiennes repoussent l'ennemi. Un diagnostic qui entretient l'espoir du peuple ukrainien. Ouest France est un des rares quotidiens d'ailleurs à revenir sur la mobilisation du monde occidental hier en soutien de l'Ukraine. OTAN, G7, Union européenne, les réunions extraordinaires se sont succédées. Ce titre finalement assez neutre montre la complexité diplomatique du conflit. Les Occidentaux en quête d'unité face à la Russie pour Ouest France. Et du côté de la presse quotidienne régionale, Frédéric, eh bien on se concentre sur d'autres sujets que celui de la guerre en Ukraine. Oui, tiens, la présidentielle occupe les esprits, globalement. Alors les questions fleurissent autour du candidat Emmanuel Macron. Il promet la retraite à 65 ans s'il est élu, mais qui la veut vraiment, se demande en une Midi Libre. L'Union s'interroge. Macron a-t-il tenu ses promesses ? L'Ardennais passe au crible les promesses de Macron, je cite. Sud-Ouest réunit, lui, tous les candidats autour de l'égalité femmes-hommes. Et puis la Provence réunit, lui, tous les électeurs. Le journal a enquêté et révèle le fruit de son travail. Oui, ils voteront, mais pour qui ? Même si le Courrier de l'Ouest s'attend à une abstention record, en tout cas la question est posée. Oui, la question est posée, la question de l'abstention. Éric Zemmour, la question aussi de la retraite à 65 ans qui fait beaucoup de débats. Bien sûr, c'est l'occasion aussi pour vous de rappeler quelle serait votre mesure en fonction sur ce sujet-là, le sujet des retraites. J'ai proposé depuis maintenant quelques mois le report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Pour sauver le système de répartition. Par ailleurs, je ne manque jamais de rappeler plusieurs choses. La première, c'est que, évidemment, je conserve toutes les mesures favorables aux métiers pénibles, aux gens qui ont commencé très tôt et qui pourront quitter plus tôt. Et par ailleurs, je propose une action vigoureuse en faveur des petites retraites. Je baisse la CSG et la CRDS des petites retraites qui permet une augmentation à l'année de 600 €. Par ailleurs, je mène une action particulière pour les veuves. En particulier, ce sont des veuves en général. Ça peut être des veufs, mais en général, ce sont des veuves. Et j'augmente la pension de réversion de 54 à 75% de l'ancienne pension pour que ces veuves n'ajoutent pas à la douleur de la perte du mari, en plus une perte énorme de revenus. Voilà, je pense qu'il faut compenser. Et dernière chose, oui. Je demande, et j'imposerai une espèce d'index senior, d'ailleurs imité de l'index homme-femme, pour voir si les entreprises conservent leurs seniors, parce que on ne va pas rallonger l'âge de la retraite pour que ces gens-là aillent au chômage. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a que 50% de gens entre 50 et 62 ans qui travaillent. Il n'y a que 30% de plus de 60 ans qui travaillent. Donc c'est pas beaucoup. Donc il faudrait que ces gens puissent travailler, parce que souvent ils ont envie de travailler et ils ne peuvent pas car ils sont renvoyés. Donc il y aura un système de sanctions pour les entreprises qui vraiment exagèrent. Voilà. Et c'est important de le rappeler pour certains de nos auditeurs de Sud Radio forcément, il faut le rappeler. On ne va pas transférer le retraite vers le chômage, quoi. Ça serait non. Cécile de Minibus, avant de donner la parole à Thierry Guerrier. Je reviens sur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shems Eddine Hafiz, qui appelle tous les Français à s'inscrire sur les listes électorales, à mettre leur bulletin, et je cite, pour stopper l'engrenage de la haine contre les musulmans. Est-ce que le religieux, d'où qu'il vienne, doit se mêler de la campagne présidentielle et inciter au vote? Évidemment que non, d'où qu'il vienne d'ailleurs, vous avez raison. Il n'y a aucune haine, en tout cas de ma part, contre les musulmans. Je fais une analyse, je crois, fondée de l'islam, des
textes et je dis aux musulmans qu'ils doivent faire des accommodements raisonnables entre leurs textes et la France. Est-ce qu'il y a un vote musulman, envers... Je ne pense pas, je ne sais pas. Est-ce que les musulmans vont voter pour vous ? Les musulmans sont des citoyens comme les autres. Il y aura sans doute et certainement des musulmans qui voteront pour moi. J'en ai d'ailleurs des musulmans avec Zemmour et qui m'expliquent très bien qu'il y a une différence entre l'islam, les textes, et les musulmans. Les musulmans peuvent avoir une pratique éloignée des textes littéraux. C'est ça, devenir un citoyen français. Et il y a des musulmans qui sont des citoyens français et qui préfèrent la loi française à la charia. Et ceux-là sont évidemment mes compatriotes, mes frères, je l'ai déjà dit. Il n'y a aucune différence. Tous ces... D'ailleurs, les responsables religieux musulmans ne sont pas les seuls à intervenir dans cette campagne et tous ont tort. Éric Zemmour sur Sud Radio, Thierry Guerrier. Éric Zemmour, qu'est-ce que vous faites le soir du premier tour si les Français choisissent de mettre Marine Le Pen en face d'Emmanuel Macron ? Mais je serai au second tour. Non mais si ce n'est pas le cas. Mais on verra. On verra. Pour l'instant, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Je serai au second tour. Et qu'est-ce que vous répondez alors à ceux qui vous accusent au fond de rendre Marine Le Pen sympathique aujourd'hui, notamment quand vous l'accusez, comme vous venez de le faire sur Sud Radio, d'être proche de la gauche ? Vous désinhiberiez ceux qui veulent voter pour elle au second tour ? Si vous voulez, je ne rentre pas dans ces considérations tactiques. Moi, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense pour sauver la France. Je ne renonce pas d'avance. Je ne mets pas mon drapeau dans la poche. Je défends mes idées, mon idée de la France et ce que je pense bon pour le pays. Le reste, mais elle reste dans cette droite que vous appelez de vos voeux au pouvoir, de retour au pouvoir, cette grande droite, Marine Le Pen, à vos yeux, ou vous voyez une adversaire. C'est une adversaire, c'est une rivale. On est tous en compétition, c'est légitime. Maintenant, mais idéologiquement. Si vous voulez, je ne sais plus, parce qu'il y a dans son programme, dans son parti, évidemment, ce sont des gens très très proches de moi. Après, elle, au fur et à mesure de la campagne, elle s'est débarrassée de la plupart des marqueurs de son parti. Donc je ne sais plus ce qu'elle pense vraiment, mais a priori, je n'ai aucune raison de ne pas la croire comme une patriote. En tout cas, je l'espère. Mais je pense qu'effectivement, les électeurs de Rassemblement National, je l'ai dit, les électeurs de droite en général, doivent choisir. Est-ce qu'ils veulent continuer comme avant, avec le système politique d'avant, ou est-ce qu'ils veulent renverser la table et enfin mettre fin à ce système bloqué par le cordon sanitaire, par les boutiques, qu'elles soient Rassemblement National ou LR, qui fichent tout depuis 30 ans. Et ils ont le choix maintenant, les électeurs de LR comme les électeurs du Rassemblement National. Éric Zemmour sur la Corse, on attend les obsèques d'Ivan Colonna. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à ce qui peut se passer, justement ? Écoutez, j'espère que tout se passera bien, qu'il n'y aura pas de violence. On n'est jamais satisfait quand il y a des violences. Je pense que on a assisté une fois de plus à une magnifique embrouille politicienne du gouvernement qui a occulté le fait majeur. Le fait majeur, ce n'était pas l'autonomie de la Corse, c'était que le djihad continue en prison et qu'un djihadiste a tué Ivan Colonna parce qu'il blasphémait. C'est ça l'histoire de fond. Et évidemment, le gouvernement veut occulter cela parce qu'il ne maîtrise rien. Parce qu'en vérité, l'immigration, l'identité, l'islam sont l'angle noir d'Emmanuel Macron, qui ne s'en occupe pas, qui ne veut pas voir après lui le déluge, comme disait Madame de Pompadour. Donc le gouvernement préfère céder que de voir cela. Mais le gouvernement ne cède à rien. Dans 3 semaines, c'est fini, la campagne présidentielle est terminée. Tout ça, c'est un rideau de fumée pour occulter la réalité, c'est-à-dire que le djihad frappe aussi en prison, comme dans la rue, comme dans les banlieues, comme partout en France. Vous parlez de réalité, vous êtes plutôt très parisien à la base, sur les plateaux télé. Vous êtes allé un petit peu partout en France à la rencontre des Français. La dernière fois que vous êtes venu ici, vous disiez « je n'aime pas la société qui vient ». Qu'est-ce que vous avez appris de ces Français ?
Qu'est-ce que j'ai appris de ces Français? Qu'ils étaient à la fois désespérés et pleins d'espoir. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit, les Français n'opposent pas, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, n'opposent pas la peur de la fin du mois et la fin de la France, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est une France qui a envie de travailler? Oui, c'est une France bien sûr qui a envie de travailler, qui a envie de vivre de son travail, qui déteste l'assistanat. C'est une France à qui on met des embûches en permanence pour travailler, à qui on prend trop de taxes, et on prend trop de taxes parce qu'on finance un modèle social ouvert au monde entier. Voilà. Mais vous aimez les Français? Comment? Vous aimez les Français? On me pose cette question depuis le début. Vous savez, c'est pas parce que j'aime la France, j'aime son histoire, que je n'aime pas les Français. C'est une opposition ridicule. Évidemment que j'aime les Français, ce sont eux qui font la France. Et en plus, je les aime de plus en plus après cette campagne, car d'abord, ils m'ont montré un tel empressement, un tel amour. Vous savez, régulièrement dans la salle, on me dit qu'on m'aime, etc. Et on me demande, sauvez-nous, parce que les Français ont peur d'être remplacés, ont peur pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, parce qu'ils vivront dans une société islamisée qui ne sera plus la France. Et c'est ça l'enjeu de cette présidentielle. Il faut toujours ramener à l'essentiel. Et les Français n'ont cessé de me le rappeler. Merci beaucoup, Merci. Éric Zemmour. Merci d'être passé par Sud Radio et bonne journée à vous.